Alors, normalement, je suis live, mais j'attends vos commentaires avant d'être sûre. On a toujours un petit décalage. Je vois vos commentaires d'aujourd'hui. Sarah, Fabrice, Oussama, Nia. J'imagine qu'on a des personnes de Mayotte parce que vous avez l'air de bien comprendre la situation. Donc, c'est cool que vous ayez été nombreux à commenter. On en parlera, on en discutera. On discutera de tous les avis critiques et les autres. On prendra tous les commentaires avec mon invité ce soir. Mais j'attends pour l'instant d'avoir vos retours. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous êtes là sur ce live? Je sais qu'il y a toujours un petit décalage, donc si ça se trouve, là, je parlais dans le vide. Alors, normalement, je suis live, Attendez, mais j'attends vos retour, téléphone. Donc, j'attends que vous me dites, que vous me disiez où vous êtes, d'où vous nous regardez. Ah, Jassem, vous êtes à Mayotte. Super. Bonjour Billy. Salut Jean-Marie. Ok, bah j'attends que vous soyez un peu plus nombreux à rejoindre le live pour commencer. Mais oui, dites-moi si vous nous regardez et d'où vous nous regardez. C'est notre troisième live cette semaine, donc ça fait plaisir d'être avec vous sur des sujets différents. On a parlé du livre Flic, ensuite on a parlé du racisme en Belgique. Et ce soir, c'est peut-être un des sujets les plus importants de la semaine parce que c'est un des sujets les moins traités dans les médias. C'est Mayotte, évidemment, mais je vous attends donc, avant d'entrer dans le vif du sujet et avant d'accueillir notre invité avec nous ce soir sur ce live. Donc, dites-moi, donc Jassem, vous êtes à Orléans. Brian, salut Ali depuis Mayotte, salut Ali de la Belgique. C'est cool. Est-ce qu'on a d'autres personnes de Mayotte? Est-ce qu'on a des personnes des Comores? Est-ce qu'on a des personnes de la métropole? D'autres territoires ultramarins? Dites-nous d'où vous êtes. Salut Kinshasa. Salut Alizé. Salut Rizlen. Du 49, un petit patelin. Bonjour au petit patelin. C'est cool. Donc c'est bien, c'est bien. On a comme tous les soirs un peu de monde de partout. Ça fait plaisir. On a toujours des gens du Canada, de la Belgique. Bonjour Alger. Salut Paris, mais originaire des Comores. Zaki. Bonsoir Zaki. Salut Hugo de Corse. Salut Fahad des Comores. Bonjour Shaila de Métropole. Oussama qui est à Mayotte. Abdou comorien mais de Madagascar. Serena au Cameroun. Salut du 9-3. Salut la République dominicaine. Salut Abidjan. Bonjour la Martinique. Hélène. Salut les Comores. Salut Tunis. Ah c'est cool. On a vraiment du monde donc c'est cool. Bonjour Bruxelles. Bonjour le Sénégal. Pardon on dit Bruxelles. Je dois me corriger. Je dis tout le temps Bruxelles. Bon bah c'est cool. Salut Manon du Québec. Merci d'être avec nous. Je sais qu'il est tôt chez vous, donc c'est cool. Salut Saïd. Ah, c'est cool, il y a pas mal de Comoriens. Ben, génial, vous êtes les bienvenus sur ce live. Et on attend vos commentaires. On attend aussi les commentaires des autres, mais on attend vraiment... Salut l'Arabie Saoudite. Noah, qui est en Arabie Saoudite, bonsoir. Bonjour la Tunisie, bonjour Vancouver. Bon, bah très bien, vous êtes assez nombreux, vous êtes 700 pour l'instant, donc c'est cool. Comme je vous l'indique dans le titre, on va parler ce soir de Mayotte et notamment des exilés. Mayotte est le 101e département de France, le plus pauvre département de France. Et il y a un nombre, on l'appelle une machine à expulsion. Il y a eu 27 000 expulsions en 2019. C'est-à-dire 10% de la population qui a été expulsée, beaucoup plus que tous les autres départements français réunis. Donc, on appelle Mayotte une machine à expulser, mais aussi, surtout, ce qui nous a donné envie de faire ce live, ce qui a déclenché l'envie de faire ce live, c'était un article de Street Press sur l'expulsion de mineurs à l'âge falsifié. Donc, il y aurait chaque année entre 2000 et 5000 mineurs exilés qui seraient expulsés, et certains d'entre eux ont falsifié leur âge, on les vieillit pour en faire des majeurs, parce qu'évidemment, on n'a pas le droit d'expulser des mineurs. Bien sûr, on va en parler ce soir avec Marjane Gahem, qui sera avec nous, que je vais accueillir sur ce live. Mais voilà, l'idée, c'était de parler des exilés, mais aussi, bien sûr, de la condition des jeunes à Mayotte et des conditions humaines, des droits humains, des violations des droits humains. Et de tout cela, on a le temps, donc n'hésitez pas à poser vos questions à Marjane Gahem. Bonsoir Marjane Gahem. Bonsoir. Vous êtes avocate. Oui. Vous avez exercé à Mayotte plus de 8 ans. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Merci à vous. Donc, Marjane, pour réagir tout de suite sur cette expression machine à expulsion qu'on emploie par rapport à Mayotte, ce chiffre impressionnant de 27 000 expulsions de 2019, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Qu'est-ce que ça signifie? Eh ben, ça signifie que c'est une machine, c'est-à-dire que c'est une machine qui est en route, elle a des objectifs et ces objectifs, ils seront atteints coûte que coûte.
Donc, pour atteindre des objectifs qui sont fixés à peu près à 80 interpellations et 80 mesures d'éloignement jour, hein, je veux dire, le but étant d'éloigner entre 80 et 100 personnes par jour depuis Mayotte, et ben pour ça, bah, on est obligé de falsifier, enfin on est obligé. On va falsifier l'âge de personnes, on va pas relever des identités, on ne va pas contrôler, et donc on éloigne des personnes qu'on ne devrait pas éloigner. Enfin, voilà, c'est une machine qui tourne toute seule, où l'humain en fait n'a plus sa place ni dans son rôle de vérification, ni dans son rôle de contrôle, mais aussi dans son rôle d'être humain qui est sujet de l'interpellation ou du contrôle. Merci. On me fait dire que j'ai dit le département le plus pauvre du monde. Non, est-ce que j'ai dit ça? Non, c'est le Non. département le plus pauvre de France. Hein. Désolée si j'ai dit du monde. Mais oui, donc on est bien dans le cas d'une machine à expulser. Et pour rentrer dans le cas qui vous touche personnellement et à titre professionnel, Marjane Gahem, celui des mineurs, celui des jeunes. Alors, cet article de Street Press qui a été publié cet été en juillet révèle que les autorités falsifient l'âge des mineurs exilés pour pouvoir les expulser. Racontez-nous, vous étiez au courant, vous avez été interviewé pour cet article de Street Press. Est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi ce mécanisme? Alors, c'est difficile de dire c'est quoi ce mécanisme, puisque chacun va se renvoyer la balle. Moi, en tout cas, au moment où j'interviens, c'est que j'ai la famille d'un mineur, ou j'ai en tout cas quelqu'un qui m'interpelle en me disant qu'il y a un jeune mineur qui se trouve actuellement au centre de rétention et pour lequel il faut intervenir. Très souvent, ce mineur a toutes les apparences de la minorité. Hein. Alors, j'avais donné un exemple, hein, je pense aux journalistes de Street Press, c'est-à-dire, par exemple, ce duvet qui est bien reconnaissable hein, chez l'adolescent de 14-15 ans, cette moustache qui n'en est pas encore une, ou cette voix qui n'a pas encore tout à fait fini de muer. Donc, on est vraiment quelqu'un qui a les apparences de la minorité qui sont évidentes. Et donc, à ce moment-là, j'interviens. Et qu'est-ce que j'ai, moi, au dossier? J'ai juste un PV d'interpellation, donc un procès-verbal des services interpellateurs, police ou gendarmerie, qui indique que l'intéressé est majeur. Alors, bien évidemment, que ce soit les services interpellateurs avec lesquels moi, j'ai pas trop d'affaires, mais la préfecture, en tout cas en défense, dira toujours que c'est l'intéressé qui s'est dit majeur. Donc, à la fin, on en arrive à dire que les documents sont falsifiés, puisque moi, j'ai mon client à moi, donc le mineur, qui dit qu'il n'a jamais dit ça, et d'ailleurs, quel aurait été son intérêt de déclarer qu'il avait un âge qu'il n'a pas. Parfois même sont versés au dossier des actes de naissance ou des documents qui prouvent sa minorité, une carte de bûche, des certificats de scolarité, mais en fait, on en a que faire. Donc, l'âge de l'intéressé est majoré, et là, en ce moment même, on a un dossier qui est en cours devant la Cour européenne des droits de l'homme. Il s'agissait d'un jeune de 14 ans à l'époque, en 2014, que je nommerai S, qui a été interpellé et très rapidement éloigné vers les Comores, avec une mère qui bénéficiait pourtant de la protection subsidiaire. Alors, sans vouloir rentrer dans les détails, c'est une personne qui est protégée quand même au titre des dispositions qui régissent l'asile. C'est-à-dire que cette dame, elle ne devait pas retourner aux Comores au risque d'encourir des risques pour sa vie. Et son fils, lui, âgé de 14 ans, avait été éloigné vers les Comores. Donc, je vous dis même pas l'angoisse de cette maman, et d'ailleurs même l'angoisse du préfet de l'époque, hein, Monsieur Witowski, qui était très embarrassé de cette affaire, puisque c'est le seul dossier dans lequel moi j'ai eu un mail personnel du préfet. Donc on a réussi finalement à faire revenir ce jeune au bout de 2 mois, mais ce jeune a dû vivre terré, caché pendant 2 mois, et heureusement il lui est rien arrivé pendant son séjour. Après, les conséquences de cet éloignement, les conséquences de cette interpellation, elles seront à mesurer beaucoup plus tard, et c'est là où je parle d'un impact qu'on ne mesure pas en fait sur les jeunes. La violence de ce qui leur arrive, la violence de ce qu'ils vivent à ce moment-là, elle va se mesurer dans les années à suivre, et comment elles vont s'intégrer ou pas en France, qui est pourtant leur pays d'accueil. En tout cas, pour S, c'est le pays dans lequel il va grandir et dans lequel il aura tous ses documents, puisqu'ils ne sont pas autorisés, ils ne peuvent pas retourner aux Comores aujourd'hui. Et la Cour européenne des droits de l'homme a condamné jeudi 25 juin la France pour la rétention administrative et le renvoi expéditif vers les Comores de 2 enfants de 3 et 5 ans entrés illégalement à Mayotte. Et ce qu'il faut expliquer, c'est que il s'est passé quelque chose qui arrive souvent. Vous pouvez l'expliquer en des termes aussi plus simples à notre audience qu'ils le sont dans les articles. Mais en gros, on rattache ces enfants qui arrivent clandestinement à des adultes qui étaient avec eux sur l'embarcation. On dit voilà, ça c'est vos tuteurs. Et ça, c'est grave. Alors, c'est grave, mais dans ce dossier, il faut surtout souligner quelque chose, c'est pourquoi ces 2 enfants étaient aux Comores. Parce que je vois déjà mes détracteurs dire qu'on a une personne à Mayotte qui est en situation irrégulière et qui veut faire venir ses enfants, on connaît bien l'histoire. Eh ben non, c'est pas cette histoire-là. L'histoire de mon client, c'est un monsieur qui est parfaitement inséré à Mayotte, qui a un travail, qui travaille sous CDI, ce qui est assez rare
en tout cas pour le souligner, qui bénéficie d'un titre de séjour. Et la vie fait qu'il rencontre une femme qui est en situation irrégulière, avec laquelle il est en concubinage et avec laquelle il a 2 enfants. Le couple se sépare et un jour, madame, elle a les 2 enfants avec elle lorsqu'elle se promène. Elle est interpellée, il y a un contrôle d'identité. Madame est interpellée et conduite au CRA avec les 2 enfants. Monsieur se présente en toute urgence, donc avec son titre de séjour, au centre de rétention administrative pour récupérer ses enfants, en faisant valoir que lui réside ici et qu'il n'y a pas de raison que les enfants, eux, soient enfermés et renvoyés vers les Comores. Il n'y aura rien à faire. Les enfants vont être renvoyés vers les Comores. Et donc, ces 2 enfants, qui à l'époque, le plus petit a moins d'1 an et l'autre, la plus grande, Nadima, a 3 ans, vont se retrouver aux Comores. La maman, elle, va prendre le kwassa-kwassa pour revenir à Mayotte. Effectivement, ça c'est une vérité. En revanche, le papa, lui, il veut pas faire prendre ce risque à ses enfants. Donc, il va tout faire pour essayer de faire venir ses enfants légalement. Sauf qu'à ce moment-là, la procédure de regroupement familial, elle ne fonctionne pas à Mayotte. Alors aujourd'hui, même alors qu'elle fonctionne, elle ne fonctionne pas très bien. Mais en tout cas, à l'époque, elle n'est pas possible. Elle n'est pas possible. Pourquoi ? Parce que la loi, elle prévoit ce dispositif. En revanche, le décret d'application qui permet que la loi fonctionne, lui, il n'a pas été adopté. D'accord. Donc voilà, aussi simple que ça. On a une personne qui est bloquée, qui va donc faire des allers-retours aux Comores pour voir ses enfants, qu'il a confiés dans l'intervalle à sa maman. Alors, sa maman qui a un peu des problèmes de santé, qui commence à être âgée, qui commence à avoir du mal en fait à s'occuper d'enfants en bas âge, qui réclament effectivement leurs parents. Et donc, c'est à l'issue de presque une année où il espère pouvoir faire venir ses enfants légalement, qu'il finit par céder et accepter de les mettre dans une embarcation de fortune, ce qui ne le réjouit pas du tout, en se disant que c'est la seule solution finalement pour pouvoir vivre avec ses enfants. Donc je rappelle qu'il a avant ça fait des démarches auprès du consulat de France aux Comores qui n'ont pas abouti. Donc les enfants se retrouvent interpellés, ils sont au centre de rétention. À ce moment-là, moi j'appelle le centre de rétention, sauf qu'on ne trouve pas les enfants. Pourquoi ? Parce que les enfants, à ce moment-là, sont dans un local de rétention administrative. Impossible de savoir où il est. Personne ne sait à qui ils sont rattachés. Moi, je dis qu'on a le père qui a un titre de séjour, qu'on n'est pas rien à faire. Je saisis le tribunal, manifestement un peu trop tard, puisque les enfants vont être éloignés, donc rattachés à un parfait inconnu qui était dans cette embarcation avec eux. Voilà, donc c'est à ça que je voulais en venir, Marjane Gahem, pour généraliser, parce que cette affaire est particulière, mais c'est quelque chose qui arrive souvent. On rattache des enfants à des inconnus sur une embarcation de fortune sur laquelle ils sont venus, et on leur dit, voilà, c'est vous qui prenez en charge cet enfant. Très souvent, et alors là, pour préparer l'émission, je cherchais des données un petit peu anciennes, parce que je pense que c'est intéressant de regarder un peu, en fait, finalement, cette politique, elle a servi à quoi et depuis tant d'années. Et il y a un rapport qui est disponible sur le site du Sénat, qui est de 2008, et donc des chiffres de 2007, donc on revient 13 ans en arrière, et à ce moment-là, déjà, vous avez le directeur de la sécurité publique, qui disait au Sénat qu'il y avait un problème, le chef du bureau des étrangers qui disait que les mineurs ne pouvaient pas être reconduits à la frontière, sauf si un adulte acceptait de partir avec eux. Sauf que ça, c'est ce qu'ils ont essayé de faire croire aussi à la Cour européenne des droits de l'homme. Le ministère de l'Intérieur a dit, mais non, l'adulte en question a dit qu'il assumait ces mineurs. Sauf qu'en aucun cas, l'adulte n'a jamais dit qu'il avait un lien, il n'y a aucun lien de parenté qui a été établi, il n'y a eu aucune délégation d'autorité parentale qui a été établie et rien du tout. On a, Marjane, encore beaucoup de machines. Oui. On veut aller vite. Le seul but, c'est d'aller vite. Quand on veut aller vite, on ne prend pas le temps. Très bien. Je veux juste commencer à prendre des commentaires de l'audience parce qu'il y en a beaucoup qui sont intéressants. On a Oussama qui nous dit il y a des parents qui abandonnent leurs enfants et les mettent dans les kwassa, c'est une réalité. Alors, qu'ils les mettent dans des... Alors, déjà, il y a 2 choses. Ils abandonnent leurs enfants. C'est-à-dire que la question d'Oussama, c'est des parents qui sont aux Comores et qui abandonnent leurs enfants pour les envoyer à Mayotte. J'imagine. Parce que, alors moi, quand je suis arrivée à Mayotte en 2011, et effectivement, tout le monde, enfin, j'ai beaucoup entendu cette vérité, en tout cas, qui était que les gens abandonnaient leurs enfants. Alors moi, je pense qu'il s'agit plutôt des personnes qui se font interpeller. Le mythe, en tout cas, serait maman ou papa se fait arrêter et maman ou papa préfère laisser ses enfants à Mayotte, les confier un peu les enfants de la République et en espérant peut-être revenir ou pas. En tout cas, ils les abandonnent en France. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'en 8 ans d'exercice à Mayotte, j'ai pas eu un seul procès verbal d'interpellation. Et je mets au défi toute personne du Bureau des étrangers, de la préfecture de Mayotte, du ministère de l'Intérieur, de me produire un procès verbal qui dit autre chose que ce que je vais affirmer là. Un procès verbal dans lequel une personne qui est interpellée, on lui pose la question de si elle a oui ou non des enfants déjà. Première question. C'est une question qui n'est pas posée. Elle ne fait pas partie des questions qu'on pose à l'étranger lorsqu'il est interpellé. Si déjà on lui posait cette question, peut-être qu'il dirait qu'il a des enfants.
parce qu'il n'est pas toujours interpellé en présence de ses enfants. Ses enfants peuvent être à l'école, ses enfants sont ailleurs au moment où il est interpellé. Et donc, ensuite, on ne lui demande pas si vous avez des enfants, effectivement, où sont-ils, allons les chercher. Au contraire, moi, j'ai eu un monsieur qui a demandé à ce qu'on lui amène son fils s'il venait à être éloigné. Personne n'a tenu compte de cette mention dans le procès-verbal. Et ça, par contre, moi, j'ai le procès-verbal, je peux le produire. Et c'est un procès-verbal établi par des forces de police qui fait quoi jusqu'à preuve du contraire. Donc, ce que me dit Oussama, je veux bien l'entendre, c'est quelque chose qu'on répète à l'envi. Mais moi, je ne pense pas que les gens abandonnent leurs enfants. Peut-être qu'il y en a, hein, je ne vais pas dire le contraire, mais je ne pense pas qu'il y ait une réalité comme ça qui peut être établie. C'est pas vrai. Très bien. Oui, c'est vrai que ça fait partie, ce genre de commentaire, d'une rhétorique qu'on entend, et justement qui rejoint le commentaire de Yayo Ismaël qui nous dit « La gestion de la crise migratoire relève de la responsabilité de l'État français. Le préfet de Mayotte a indiqué que l'insécurité est liée à l'immigration. Jusqu'à preuve du contraire, c'est ce que l'on constate sur le terrain. » C'est vrai qu'il y a un vrai problème de délinquance juvénile. Est-ce que lier cela à l'immigration, justement aux exilés, aux exilés mineurs isolés, qu'on qualifie de mineurs isolés selon la loi, et qu'on estime entre 2000 et 7000 par an, vous me corrigez si j'ai les chiffres pas bons, est-ce que on peut les lier, ou est-ce que c'est un discours xénophobe, Marjane Gahem? Alors moi, je dirais pas que c'est un discours xénophobe ou qu'on peut les lier, je dirais que c'est un raccourci un peu simpliste. Il y a une phrase qu'on ne sait toujours pas à qui l'attribuer qui dit « Si vous pensez que l'éducation coûte cher, essayez l'ignorance ». Et à Mayotte, en tout cas, dans le chef-lieu qui est Mamoudzou, et c'est le maire de Mamoudzou qui, il y a une ou deux journées, a fait un article à ce sujet, il dit lui-même qu'il y a entre 2000 et 3000 enfants non scolarisés. Donc enfants de 6 à 16 ans avec l'obligation scolaire, je parle, qui sont non scolarisés. Donc ces enfants, il y en a sans doute même plus que 3000, et on parle que du chef-lieu de Mamoudzou. Donc il faudrait mesurer combien il y en a sur le territoire de Mayotte. Donc à partir du moment où un enfant n'est pas scolarisé, qu'il est livré à lui-même, qu'il traîne dans des bandes, qu'il traîne dans la rue, bah forcément qu'il va avoir beaucoup plus de chances de sombrer dans la délinquance. Donc moi je ne dis pas qu'il n'y a pas de violence, et d'ailleurs j'assume moi-même d'avoir quitté le territoire parce qu'à un moment donné, à la fois l'insécurité qui existait et une insécurité personnelle, enfin, ça devenait insupportable. Je veux dire, vivre à Mayotte, c'est pesant. Arriver à dormir le soir en se disant bah je ne vais pas être braqué ce soir, ou quelqu'un va pas rentrer dans mon domicile, ou en fait je dois vivre sous des barreaux, j'entends tout à fait le discours qui dit que c'est insupportable. Et oui, c'est insupportable. Sauf qu'on voit bien que depuis 2007, où les chiffres des mesures d'éloignement ont explosé, donc on a commencé on était à 5000 mesures d'éloignement, juste pour vous donner une idée, en 2005, on est passé à plus de 13 000 en 2006. Donc le véritable bond, il s'est fait entre 2005 et 2006. Et après, on n'a fait que monter jusqu'au chiffre que vous avez annoncé de 27 000 en 2019. Et elle est où la réponse? Est-ce que réellement, on a noté une amélioration? Est-ce qu'on a réellement noté, en éloignant comme ça en cascade, en interpellant tout le monde, en créant encore plus d'insécurité, en fabriquant du mineur isolé, puisque encore une fois, quand on interpelle des parents dont la situation en fait ne justifie pas d'être éloignés, mais qui n'ont pas le temps de faire valoir leurs droits, donc ils se retrouvent éloignés, donc les enfants se retrouvent seuls, peut-être qu'un temps, mais peut-être plus longtemps, peut-être que le parent qui va essayer de revenir, il va mourir dans la traversée. Donc peut-être que ça va devenir des orphelins qui n'en étaient pas. Enfin, je veux dire, c'est réellement terrible. Alors qu'après on vienne me dire que oui, mais ces personnes sont arrivées illégalement, peut-être. Mais moi, la question, c'est aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait de Mayotte? Et ça, il va falloir toujours qu'on trouve une solution qui fonctionne aujourd'hui et pour l'avenir. Parce qu'on peut toujours continuer à s'asseoir et parler du passé. On peut toujours raconter les pires inepties, comme le droit du sol, j'y reviendrai tout à l'heure si vous me permettez. Bien sûr. On peut toujours continuer les absurdités législatives. Alors là, elles sont foison. Hein. Dans chaque loi, on restreint de plus en plus l'accès à une intégration réussie. Finalement, on appelle toutes les lois pour l'immigration et l'intégration, mais en fait, il y a de moins en moins d'intégration pour les jeunes. Et ben qu'on continue comme ça. Mais le réel problème de Mayotte, il est quoi? Il est qu'on a 84% de la population qui est sous le seuil de pauvreté, qu'on a un foyer sur 3 qui n'est pas raccordé à l'eau potable. Alors, et ça, on ne peut pas dire que les 84% de la population, c'est que des étrangers, et que des étrangers en situation irrégulière. La misère, elle touche de plein fouet Mayotte, mais tout le monde. Il y a énormément de Français qui vivent aussi dans ces bidonvilles. Donc le problème aujourd'hui, c'est une lutte contre la pauvreté. Alors c'est peut-être plus simple, effectivement, de s'attaquer, faire de la poudre aux yeux, finalement, de jeter de la poudre aux yeux. Allez, on met la police aux frontières partout, on interpelle et on ramasse les gens. Et ouais, mais sauf qu'on voit bien, hein, moi je vous sors des chiffres de 2007, hein, de 2007 à 2020, 13 ans, on a du recul. Hein.
Et vous parliez aussi du fait que c'est compliqué de faire un recours. Je voyais aussi que la moyenne des durées de rétention, elle n'excède pas 0,78 jours contre 12,3 en métropole. Donc, c'est-à-dire que quand on est arrêté, on peut pas, on prend apparemment un repas selon cet article de Slate, un repas, une douche, et puis on est expulsé le soir. Donc on n'a pas le temps de faire un recours. Je voulais, Marjane Gahem, prendre ce commentaire intéressant, géopolitique, on peut dire, de Karim, qui nous dit pourquoi vous parlez de frontières, d'exilés, de clandestins, d'immigrés, chose que le droit ne reconnaît pas. L'ONU a reconnu cette île Mayotte comme comorienne. Donc pour rappeler un petit peu l'histoire, c'est vrai que dans les années 70, parmi les 4 îles de l'archipel des Comores, Mayotte est la seule qui a décidé de rester française. L'ONU était contre, a demandé à la France de restituer ce territoire, enfin de redonner l'indépendance à ce territoire. Et c'est aussi ça qui fait que les Comoriens se sentent chez eux à Mayotte. On emploie cette expression de cousins. C'est un même peuple, c'est une même ethnie. Est-ce que finalement ces frontières, on peut comparer ça comme aux frontières créées par les colonisateurs en Afrique? C'est des fausses frontières. Pourquoi se parler d'exilés? Le commentaire de Karim, je trouve, est très intéressant. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, moi, pourquoi est-ce que je parle d'exilé et pourquoi? Parce que tout simplement, déjà, je suis avocate. Donc, à partir du moment où j'ai exercé comme avocate, j'ai exercé avec les outils que me donnait le droit et notamment le code de l'entrée et du séjour. Donc, si j'avais pas reconnu qu'il y avait des étrangers, j'aurais pu être dans une espèce de situation qui disait, bah non, cette personne ne peut pas être interpellée, mais du coup, je ne venais pas en aide à une personne qui réellement était interpellée et éloignée, sujet d'une mesure d'éloignement, interdite de retour sur le territoire en France. Donc déjà, ça c'est la première chose. Je réponds aussi aux détracteurs qui me disent d'aller exercer aux Comores. Enfin, j'ai un diplôme français, j'exerce en France, donc j'exerce à Mayotte. Et deuxième problème, et ça c'est un problème, je ne vais pas me faire des amis du côté des autorités comoriennes, mais je l'assume, c'est qu'à un moment donné, on ne peut pas tenir ce double discours. On ne peut pas aller aux Nations Unies chaque année dire que Mayotte est comorienne et se faire payer je ne sais combien ou je ne sais quel est l'accord, parce que personne ne sait quels sont finalement, quel est l'accord qui existe entre la France et l'Union des Comores pour accepter tant de ressortissants par jour. Parce que pourquoi est-ce que depuis la France métropolitaine, j'entends, c'est plus difficile d'éloigner? Parce que tout simplement, très souvent, on a le cas de l'Algérie ou d'autres pays, hein, mais vous n'avez pas le laissez-passer consulaire, on n'arrive pas à prouver que la personne est bien ressortissante du pays, l'autorité étrangère ne répond pas à la demande, donc en fait on ne peut pas éloigner, puisque tout simplement le pays n'admet pas cette personne comme étant une ressortissante. Alors que ces démarches-là, elles ne sont pas faites à l'endroit des Comores. Ça veut bien dire que les Comores acceptent toutes les personnes qu'on leur envoie. Et moi, quand en 2011, je suis arrivée, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est un magistrat dans les couloirs qui me dit de toute façon, tout le monde est enjouanais, qu'on soit malgache ou africain, on est renvoyé à Anjouan. Donc, à un moment, il y a bien un problème. On ne maîtrise pas, je n'ai pas les éléments, je n'ai pas ces informations qui, à mon avis, sont couvertes par le secret. Mais les Comores acceptent. Donc, moi, je voudrais savoir aussi, à un moment donné, c'est quoi on ne peut pas tous les ans aller, encore une fois, à l'Assemblée générale des Nations Unies et dire que Mayotte est comorienne et se faire payer, ou en tout cas avoir un accord qui les considère donc comme ressortissants et donc étrangers. Donc, Mayotte, si c'est la puissance étrangère qui nous verse. Et vous parlez... oui. Dans ce cas-là, si Mayotte est comorienne, pourquoi empêcher que les personnes partent régulièrement depuis les Comores avec un avion? Elles n'auraient pas besoin de prendre un quassa, elles prendraient un avion et à la limite, elles se feraient bloquer à l'arrivée en zone d'attente. Mais elles prendraient un avion, elles prendraient un bateau régulier. Mais ce n'est pas possible de partir depuis les Comores quand on n'a aucun document. Les Comores vérifient bien ce visa. Donc moi, je veux bien, et cette remarque est parfaitement légitime et pertinente, mais en réalité, il y a autre chose qu'on ne mesure pas, mais il y a autre chose. Et on a un commentaire, justement, vous parlez des ressortissants. La plupart des personnes viennent des Comores, la plupart des exilés, mais il y a aussi des personnes qui viennent d'Afrique, du Mozambique, de Madagascar, qui sont autour des Comores. Et Sadi Maoulida nous demande quels sont les droits d'un clandestin d'origine comorien et un réfugié d'un autre pays d'Afrique. Sont-ils égaux vis-à-vis des autorités mahoraises? Bon, alors déjà, ça dépend du statut. Donc déjà, des personnes, ça vient de très loin maintenant. Hein. On a eu des personnes du Yémen, on a eu des personnes du Sri Lanka, on a eu des personnes de Syrie, de République démocratique du Congo, de Burundi, jusqu'à mon départ, en tout cas, il n'y a pas si longtemps que ça. Pour moi, Mayotte est la frontière européenne la plus facilement franchissable. Quand on voit le nombre de décès en Méditerranée, tous les risques que l'on encourt en passant par la Libye et tous les autres pays, la Turquie et j'en passe, et des meilleurs,
Aujourd'hui, venir jusqu'aux Comores, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Donc finalement, la partie, on va dire, difficile de la traversée, ça va être l'embarcation Kwassa depuis Comores à Mayotte. Mais tout le trajet qui va être de descendre du Yémen, de RDC, en tout cas de rejoindre l'île d'Anjouan, c'est pas le trajet le plus compliqué. Mais pourtant, Marjane, excusez-moi de vous interrompre, depuis 1995, il y a eu 10 000 Comoriens qui sont décédés en tentant la traversée. Ah, mais il y en a certainement beaucoup plus, parce qu'on ne sait pas, parce que le chiffre de 10 000, moi, c'est celui qui m'était déjà donné en 2011. D'accord, c'est le dernier recensement. Les Comores n'ont pas les moyens. n'ont pas les moyens de faire du sauvetage en mer comme il faudrait, donc de comptabiliser. On n'a même pas de chambre mortuaire adéquate. Donc en réalité, on ne sait pas. La CIMAD a mis en place un atelier sur les morts et disparus justement pour essayer de travailler, pour essayer de retrouver ces identités, pour essayer de permettre aux familles de faire un deuil. Mais en réalité, c'est un travail très très compliqué, donc on ne sait pas du tout. Moi, je pense qu'il y en a bien 2 fois plus, malheureusement. Et pardon, je vous ai coupé, mais vous parliez de ces nouvelles routes migratoires moins dangereuses que la Méditerranée? Parce que ça dépend de ce qu'on demande à l'arrivée. Donc, il y a la personne. Alors, mais il y a tellement de situations différentes. Vous avez la personne qui est aux Comores. Donc, vous avez un enfant comorien qui peut avoir des parents français. Des parents français, et donc il va le rejoindre à Mayotte, justement, parce qu'il n'a pas réussi à obtenir peut-être le visa ou le regroupement familial. Donc, il espère pouvoir obtenir ses documents d'identité une fois qu'il sera à Mayotte, en faisant valoir cette filiation justement avec un père ou une mère mahoraise. Ça arrive très souvent. Vous avez des cousins, des cousines, des mariages. Voilà, vous avez ces unions-là. Donc, ces personnes-là, elles vont plutôt prétendre à un titre de séjour sur la vie privée et familiale. Après, vous avez des personnes qui viennent de Madagascar. Là aussi, on est sur un peu la même immigration. Donc, vous êtes des conjoints, des enfants. Voilà, vous êtes sur cette immigration-là. Et ensuite, on a l'immigration qui vient notamment des Grands Lacs ou de d'autres destinations telles que la Syrie ou le Yémen. Et là, vous êtes des personnes qui demandent effectivement le bénéfice de l'asile, qui demandent à être protégées. Donc, c'est des situations différentes. Alors après, ça dépend si elles obtiennent l'asile ou pas, si elles obtiennent le statut de réfugié, si elles sont placées sous protection subsidiaire ou si elles sont déboutées du droit d'asile. Pour celles, en tout cas, qui sont déboutées du droit d'asile, il est extrêmement compliqué de faire quoi que ce soit parce qu'elles se retrouvent finalement coincées sur un territoire où il n'y a aucun consulat. Ça aussi, il faut voir que c'est assez particulier. On est sur une île où vous n'avez ni d'ambassade des Comores, vous n'avez pas d'ambassade de Madagascar, vous n'avez pas d'ambassade de RDC, vous n'avez aucune antenne. Donc, la personne peut se retrouver d'un coup, sans dire apatride, parce qu'elle ne l'est pas, mais elle n'arrive pas à prouver son identité, elle n'arrive même pas à avancer. Il y en a certaines qui veulent rentrer chez elles, mais elles n'arrivent pas à rentrer. Donc, c'est une île qui peut parfois se transformer en prison, même pour la personne en situation irrégulière. Et alors, quand je dis en prison, c'est que moi, je pense toujours à ce cas d'un monsieur rwandais, ça faisait 10 ans qu'il était à Mayotte, il y est toujours, il y est coincé. Et comme il y est coincé, il n'a pas d'autre choix que de faire de la vente à la sauvette. Et régulièrement, la police l'attrape. Régulièrement, il est déféré devant le tribunal correctionnel. Et régulièrement, il est condamné à payer des peines d'amende extrêmement lourdes. Des peines d'amende où on lui explique que monsieur, vous n'avez pas le droit de vendre illégalement. Mais enfin, monsieur, il a besoin de vivre. Monsieur, il est coincé ici. Il veut bien rentrer au Rwanda, éventuellement, si quelqu'un lui permet. Mais en attendant... la France, donc voilà, on a aussi plein de situations comme ça, complètement absurdes, complètement ubuesques, et c'est pas des minorités en réalité. Et par rapport, vous parlez de prison, Maître Gaël, par rapport aux autres territoires ultramarins, c'est intéressant parce qu'à Mayotte, on ne peut pas, même une fois qu'on est régularisé, aller vers les autres départements ou vers la métropole. Ce que nous dit The Young Chris, je me suis toujours posé cette question. Mayotte est le seul département, quand on a un titre de séjour, on n'a pas le droit de s'exiler ailleurs dans les autres départements français. Dans ce cas, pourquoi donner des titres de séjour et les bloquer à Mayotte? Beaucoup d'étrangers régularisés, pour eux, Mayotte, c'est juste un passage. Pourquoi ne pas les autoriser à aller ailleurs? Donc si je suis réfugiée, j'ai l'asile ou autre, je suis régularisée parce que je suis parent d'enfants français ou autre, je ne peux pas aller en métropole. Je ne pourrai jamais voir Paris. Alors, la loi est un petit peu plus compliquée que ça, parce que justement, si on est réfugié statutaire et qu'on a la carte de 10 ans, on a le droit de circuler. Donc, eux, ils ont le droit de circuler. En revanche, effectivement, c'est absurde, et c'est pas seulement absurde dans ce sens-là, c'est aussi absurde dans l'autre sens. C'est-à-dire que moi, j'ai eu des personnes qui avaient un titre de séjour en métropole et qui se sont trouvées à accepter une offre d'emploi du rectorat, parce qu'il y a des postes de contractuels qu'on ne peut pas trouver en métropole et donc qui vont trouver à Mayotte, qui sont très intéressants pour quelqu'un qui a eu plusieurs titres de séjour et qui espère en fait finalement se faire une belle expérience professionnelle. Et donc, arrivé à Mayotte, on lui change son titre de séjour. Et là, il obtient un titre de séjour Mayotte qui lui permet plus de voyager comme il voyageait avant.
Hmm. Alors que lui aussi avait un titre de séjour. Donc en fait, il y a des absurdités législatives. Et moi, j'ai un exemple, si vous voulez, en tout cas, d'absurdité législative. C'est le cas du couple mixte. En fait, imaginez, vous avez donc A qui va être de nationalité française, d'origine mahoraise ou pas, et qui est marié à B, qui est pas marié, excuse-moi, qui vit en concubinage avec B, on va dire ressortissante comorienne. B a déjà un enfant issu d'une autre union et cet enfant est né aux Comores. Mais il est à Mayotte avec elle. Et donc le couple élève cet enfant. Ensemble, ils vont avoir un autre enfant. Cet autre enfant, il va être de nationalité française. Et bah A, sans grande prétention ou surprise, va vouloir organiser un séjour à La Réunion ou en métropole pour présenter à la fois sa compagne, leur enfant et son beau-fils ou sa belle-fille à sa maman. Et là, ça coince. Parce que lui et son fils ou sa fille de nationalité française, ils vont pouvoir voyager sans problème. Madame, comme elle n'est ni mariée ni paxée à monsieur, ce qui peut être un choix, elle va pas pouvoir voyager sans solliciter au préalable un visa. Donc visa qu'il faut quand même obtenir, il faut faire la démarche, ça peut compliquer un petit peu le départ. Et pire encore, l'enfant de madame de nationalité comorienne qui est né à l'étranger et qui est entré irrégulièrement sur le territoire, lui, même si depuis il est élevé au sein d'un couple mixte avec un beau-père de nationalité française, il ne peut pas avoir de documents avant ses 18 ans, puisqu'en fait, la toute dernière loi, elle nous a inventé ce petit truc-là qui dit que quand on est né à l'étranger et on est rentré irrégulièrement sur le territoire, on ne pourra pas avoir de titre de circulation. Voilà. Donc en fait, cette famille réunie, cette famille qui fonctionne, elle va pas pouvoir voyager, sauf à décider à un moment donné de faire peut-être ce voyage. Alors, soit le papa avec leur enfant, soit attendre peut-être le visa de la maman, et au meilleur des cas, tous les trois, en laissant un enfant à Mayotte. Alors, c'est peut-être que des vacances, mais qu'on me dise pas que ce genre de choix, à un moment donné, ça crée pas certaines violences, ça crée pas des disparités au sein d'une même fratrie, au sein d'une famille, où on se sent différent. Où ce gamin-là, quoi qu'il fasse, jusqu'à ses 18 ans, ou peut-être il obtiendra un titre de séjour, espérons-le, il ne pourra pas, lui, voyager avec sa mère, son beau-père. Très bien. Merci. Je sais que vous êtes avocate, comme vous l'avez dit, Maître Gaëm, mais on a beaucoup de questions dans le sens où Mayotte est comorienne. On nous dit, El Arif Mohamed nous dit cette île a été colonisée illégalement. Oussama nous dit le sol est comorien. Dans la plaque tectonique, il y a le gène comorien. Karim nous dit ils ont organisé le référendum en 76 dans l'ensemble de l'archipel et c'est le oui qui arrive en tête pour nous diviser. Ils ont décidé de seulement prendre en compte le vote maoré, ça aussi c'est lamentable. On a El Hamdi Ousseini qui nous dit géographiquement on n'a jamais entendu un pays européen qui se trouvait dans le continent africain, c'est trop marrant. Est-ce que je sais que vous suivez le droit mais qu'est-ce que vous pensez de cette histoire, de ce territoire? Non mais alors l'histoire de ce territoire, bien évidemment qu'elle est extrêmement compliquée, mais sauf que moi aujourd'hui, ce que je suis en train de parler, c'est même pas du droit, c'est d'une situation actuelle. Qu'est-ce qu'on fait? On peut continuer encore et toujours à déblatérer sur qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qu'il en est pas. En attendant, encore une fois, et là je m'adresse aux Comoriens, voyez avec votre gouvernement. Il y a un moment donné, on a quand même un gouvernement qui laisse faire. La France ne pourrait pas éloigner autant si de l'autre côté, il n'y avait pas la complicité de l'Union des Comores. Je veux dire, c'est un accord. Alors on peut me dire effectivement que la France fait partie d'une des plus grandes puissances mondiales et que les Comores, je ne sais plus sur l'échelle du PNUD, on doit être dans les 10 derniers pays du programme des Nations Unies pour le développement. Donc on n'est pas sur une équité totale dans un débat démocratique ou de discussion en tout cas, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a un accord aujourd'hui. Et cet accord, il perdure. Et les victimes de cet accord, et c'est pour ça que moi, au lieu de parler politique, je préfère parler de gens et d'individus, les victimes de cet accord, c'est ceux qui meurent en mer, c'est ceux qui n'auraient pas dû être éloignés parce que leur situation ne méritait pas, enfin, c'est même pas qu'ils ne méritaient pas, c'est que légalement, juridiquement, ils avaient un droit au séjour. Et donc, ils ne pouvaient pas être éloignés. Et donc, ces personnes-là n'auraient jamais dû se retrouver ensuite dans une embarcation de fortune qui, malheureusement, a peut-être chaviré. Donc, encore une fois, moi je suis pas là pour parler politique, mais c'est pas parce que je veux me dédouaner, c'est parce que j'aime bien des choses concrètes qui avancent
Et si on fait des parallèles sur d'autres territoires, et on peut en faire, je pense qu'à un moment donné, on a suffisamment, en tout cas par les politiques, on n'a pas vu de grands changements. Bah, c'est un peu comme parler, voilà, d'entendre il faut expulser plus, il faut éloigner plus, il faut éloigner plus. Moi, ce que je constate, c'est que ça fait 13 ans qu'on éloigne, qu'on ne fait qu'augmenter le nombre d'éloignements et que ça n'a pas du tout diminué les violences. Alors moi, je veux bien le préfet qui jette de l'huile sur le feu en disant que c'est l'arrêt des éloignements qui fait qu'aujourd'hui, il y a des violences urbaines. Ah bon? Depuis 2011, chaque année où j'y étais, il y avait des violences urbaines. Extrêmement graves. Et là, durant le mois d'août, il y a eu des violences, des révoltes après la mort d'un jeune homme dans un bidonville. Oui, mais il y en a encore. Il y a encore des extrêmes violences urbaines. Enfin, Mayotte est le théâtre de violences urbaines très fréquentes. Mais bien sûr, encore une fois, on est sur un territoire où il y a extrêmement de misère. Je lisais encore un article peut-être hier ou avant-hier où l'on rappelait à quel point les associations, elles étaient abandonnées, qu'il n'y avait pas les crédits nécessaires. Alors, il y a un chiffre qui est quand même très important, je pense, qu'il faut toujours garder en tête. C'est que Mayotte, vous avez 50% de la population qui a moins de 18 ans. D'accord? Alors qu'en France métropolitaine, on est à moins de 25% de la population. Donc, en comparaison, quand vous voyez le nombre de dispositifs qu'il existe en France métropolitaine, mais même à La Réunion, à Mayotte, il n'y a rien. Le jeune, il doit se contenter de rien. Enfin, je veux dire, à un moment donné, on va pas mettre Mayotte, enfin, on n'est pas à Haïti, enfin, on est en France. Et en France, il va falloir leur offrir des plateaux sportifs, il va leur offrir suffisamment de place à l'école. Et il faut arrêter ce discours qui consiste à dire s'il n'y a pas de place à l'école, s'il n'y a pas de place à l'hôpital, c'est parce que les Comoriens t'ont piqué ta place. En réalité, il y a 18 médecins de ville pour toute l'île. Qu'on soit 250 000 ou 400 000, 18 médecins de ville, c'est largement insuffisant. Donc, en fait, c'est déplacer le débat. Mais bien évidemment, moi, ça me fait penser au discours de Jacques Chirac sur le bruit et l'odeur. C'est bien plus facile d'interpeller le gentil français sur son palier en lui disant regarde-moi l'étranger qui bénéficie des allocations familiales, plutôt que de faire un réel travail sur l'intégration dans les banlieues, sur permettre de trouver du travail, sur sortir des bassins de chômage les personnes, et voilà. Voilà. J'ai l'impression qu'on tient le même discours depuis tant d'années et que ça... Non, mais c'est intéressant parce qu'il y a un grand débat entre Mahorais et Comoriens dans les commentaires. On a visiblement les personnes qui disent que Mayotte et Comorienne, c'est des Comoriens, et des Mahorais qui disent on a voté contre cette indépendance, respectez notre choix, c'est nous qui décidons, le droit à l'autodétermination. Donc c'est intéressant, il y a débat. Pour revenir au droit, Marjane Gaël, est-ce que ce slogan au fronton des textes de la CIMAD, loin des yeux, loin du droit, pour parler de Mayotte, est-ce que ça s'applique? Est-ce qu'on est loin du droit à Mayotte? Mais oui, puisque tout simplement, encore une fois, pour qu'une personne, ne serait-ce que quand elle est interpellée, puisse avoir accès à l'association. Il y a 10% des personnes qui passent par le centre de rétention qui ont accès à un juriste du centre de rétention. 10%. Alors, on peut en déduire que les 90% autres n'en ont pas besoin. Mais en réalité, c'est juste qu'on a tout fait. Le système est fait de sorte à ce que les personnes ne puissent pas. Parce que, comme vous l'avez rappelé, elles n'y passent pas suffisamment de temps. Et de toute façon, il n'y a pas suffisamment de juristes. Le marché a été offert à une association qui recrute. Enfin, on a pris le marché le moins cher. Hein. Bon, c'était très intéressant. La CIMAD avait candidaté à ce moment-là. Mais la CIMAD, étrangement, n'a pas été retenue, en tout cas sur le marché de la rétention. Donc, c'est une autre association qui a gagné le marché de la rétention. Et cette association, en tout cas, elle a fait le choix de mettre moins de salariés pour s'occuper, effectivement, du CRA qui fonctionne le mieux de France. CRA, pour ceux qui ne savent pas, Centre de rétention administrative. Donc, juste pour rappeler, à elle seule, Mayotte renvoie davantage de clandestins et de déboutés en CRA, Centre de rétention administrative, que les 95 départements de métropole réunis. C'est juste pour rappeler aux personnes qui viennent de nous rejoindre au live, et qu'elle remet en bateau ou en avion, essentiellement pour les Comores, près de 40% du total national des reconduites. Donc, c'est vraiment Mayotte qui expulse en France. Allez-y, continuez. Et autre chose, loin des yeux, loin du droit, oui, sur la scolarité, par exemple. On est quand même très récemment une loi qui a été votée justement pour étendre l'obligation scolaire parce que on a estimé que finalement de 6 à 16 ans c'était pas suffisant et on a inclus enfin la scolarisation en maternelle puisque effectivement il y a de nombreuses études qui montrent que l'enfant doit être scolarisé le plus tôt possible pour permettre son intégration et son insertion dans la société.
Et ben à Mayotte, non. Des enfants de 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans attendent encore d'être scolarisés. Ils attendent pas quelques mois, ils attendent des années. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont comme point commun, ces enfants? Ben, ils ont toujours un parent étranger. Alors, à un moment donné, mais ce parent étranger, parfois, il est en situation régulière, hein, mais avec des demandes complètement abracadabrantes des mairies qui vont demander à ce qu'un justificatif de domicile différent par enfant, alors il faudrait même 2 frères devraient être domiciliés à des adresses différentes, où il faudrait que la personne qui héberge se présente le jour de l'inscription. Et il faudrait, je sais plus, enfin des choses qui sont complètement absurdes, alors que le texte rappelle, le code de l'éducation rappelle que toute personne peut scolariser un enfant. En fait, c'est tellement un objectif important au sein de la société, c'est-à-dire que tous les enfants soient scolarisés, que le code a permis cette dérogation. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas que ce soit son parent, il ne faut pas que ce soit son représentant légal, puisqu'à supposer que justement le représentant légal s'y désintéresse, n'importe qui peut accompagner un enfant. En fait, demain, vous croisez quelqu'un dans la rue, vous voyez qu'il est déscolarisé, vous pouvez l'accompagner pour l'inscrire. C'est ça la réalité du code de l'éducation. Et on en est bien loin à Mayotte. Alors quand on va vous expliquer qu'il n'y a pas suffisamment de place, il faudrait peut-être déjà commencer par recenser le nombre d'enfants en âge d'être scolarisés et commencer à ouvrir des écoles. Justement, on vient à un sujet qui vous touche, Marjane Gaïm, qui n'est pas seulement les exilés, mais l'ensemble des jeunes, de la jeunesse de Mayotte, qui est sur le banc de la société, enfin qui n'est pas scolarisé pour beaucoup. Oui, parce que c'est des jeunes qu'on va... Alors, des jeunes qui peuvent déjà être déscolarisés. Alors, il y en a qui ne sont pas scolarisés parce qu'ils n'arrivent pas à être scolarisés. Il y en a d'autres qui sont déscolarisés suite à une bagarre. Donc, c'est un événement lambda, ça, en métropole. Hein, ils sont déscolarisés, on leur trouve une autre école. Et bien, à Mayotte, si vous êtes déscolarisé à 13-14 ans, il y a de grandes chances que vous ne soyez plus rescolarisé. Et alors, le pire, c'est que le juge des enfants, qui va être saisi à l'occasion d'un fait de délinquance étrange, il va même pas être plus surpris que ça. Il va limite faire une leçon de morale au gamin en lui rappelant que il fallait qu'il s'estime heureux, il avait une place à l'école. Non, mais il y a un moment donné, en fait, on a des obligations, on doit les faire. C'est pas aux enfants, encore une fois, de payer les conséquences des choix de leurs parents. Et c'est là où plus tard, enfin là, ça va faire un petit peu. Je reviendrai aussi sur cette réforme, soi-disant du droit du sol, que le sénateur Thani Mohamed encore et encore pense avoir fait une super réforme. C'est une mauvaise réforme, c'est certain. Et on ne sait pas en s'attaquant aux enfants qu'on réglera le problème de Mayotte. En revanche, on va créer de plus en plus de violence, à mon avis. On a Abdelas Hasni qui travaille dans le domaine, qui nous dit concernant la scolarité, il n'y a plus de place. Les mères demandent un document justifiant un domicile. Au final, les enfants scolarisés avec un domicile inexistant se retrouvent à 16 ans en échec scolaire. Donc finalement, c'est un manque de moyens. Alors, un manque de moyens. Moi, j'ai eu un dossier sur la scolarisation contre une mairie que je citerai pas dans le nord de l'île. Et alors, le défenseur des droits est intervenu dans mon dossier. Et quand le défenseur des droits intervient, ce qui est intéressant, c'est que les mairies enfin, n'importe quel organisme est obligé de répondre aux défenseurs des droits, n'importe quelle administration. Donc, du coup, on a eu quelques petites données un peu plus chiffrées que j'aurais pas eu. Le contentieux n'est toujours pas réglé. Hein. Enfin, les dossiers sont en cours au tribunal. Donc, c'est des enfants que la mairie a refusé implicitement de scolariser. Et ce que dit le défenseur des droits dans son rapport, en somme, c'est la mairie, en tout cas, ne justifie pas comment elle a dépensé les fonds qui ont été alloués en telle et telle année. Alors, peut-être qu'il manque de fonds, mais il faut déjà justifier comment on a dépensé ça et réclamer plus. Donc, le défenseur, ce qu'il dit, c'est que la mairie n'a pas réclamé plus. Donc, moi, j'entends qu'il y a peut-être pas de fonds, mais déjà, il faudrait commencer à les dépenser, à dire qu'il en manque, à réclamer plus et à avoir les documents afférents. Encore une fois. Et là, on a encore dans ce domaine-là, pardon de vous interrompre, on a encore des commentaires qui lient l'immigration, le manque de place à l'école à l'immigration. On a Chris Fasoyou qui nous dit on peut pas avoir 10 000 naissances par an dues à l'immigration et se plaindre de ne plus avoir de place à l'école. Mais alors, du coup, bon, c'est dommage parce que c'est pas un débat aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'on propose comme solution? Il y a une obligation de scolariser les enfants. Alors d'ailleurs, on l'a vu en métropole dans certains dossiers, quand le parent faisait l'objet d'une mesure d'éloignement, la police n'hésite pas à aller chercher les enfants à l'école pour faire ce regroupement. D'ailleurs, les réseaux Éducation sans frontières et d'autres associations se sont émus. À un moment donné, c'était le cas de Leonarda, mais il y en a eu d'autres. Il y a eu des situations comme ça qui ont interpellé. Donc en fait, même si l'enfant demain est scolarisé et que réellement le parent n'a pas droit au séjour à Mayotte, ça n'empêchera pas pour autant de les reconduire. Donc moi, je comprends pas. En fait, moi, ce que je pense,
mais personne ne le dit ouvertement, c'est que si aujourd'hui on essaye de différer l'inscription à l'école, c'est encore une fois pour mettre un obstacle à la régularisation des parents. L'idée derrière tout ça, c'est plus on rendra difficile la vie des parents, et donc en empêchant l'enfant d'avoir accès à ci et ça, bah plus le parent, bah, il voudra plus rester parce que finalement, ce sera plus très intéressant Mayotte. Sauf qu'en réalité, bah, c'est pas aussi simple. Enfin, je veux dire, c'est un raisonnement complètement absurde. Parce que ce même parent qui a des difficultés à scolariser son enfant qui a 6 ans, bah, il en a peut-être 2 autres, plus grands, qui sont scolarisés. Et il est peut-être installé, il a peut-être acheté un terrain. Enfin, je veux dire, c'est encore une fois faire je sais pas, faire de la politique avec des raisonnements qui dépassent même pas le niveau du CP. Enfin, je suis désolée, il y a pas de cas comme ça à calquer. Alors peut-être qu'il n'y a pas assez de place, peut-être qu'il faut laisser circuler les gens, ça c'est certain qu'il faut laisser circuler, il faut autoriser les gens à pouvoir circuler sur l'ensemble du territoire, mais c'est des problèmes à prendre distinctement. Ce qui est certain, c'est qu'en empêchant les enfants d'être scolarisés, vous n'allez pas limiter le cas de ces enfants des rues. Donc la violence et donc la délinquance. Il y a à un moment donné des gamins qui sont toute la journée dehors, ben qu'est-ce que ça fait? Ça fume du chimique. Et ça, les gens qui sont à Mayotte, le public qui est à Mayotte, sait très bien de quoi je parle. Vous pouvez expliquer ce que c'est pour les personnes qui ne connaissent pas les violences urbaines, notamment dont sont victimes les exilés mineurs? Ah, non, les violences dont sont victimes les exilés mineurs, elles sont de plein de sortes. Alors, déjà, quand un enfant très très jeune se retrouve au sein d'une bande, quelle qu'elle soit, elle doit passer tout un tas de niveaux, on va dire, pour entrer dans cette bande. Hein. Nous, on a eu devant le juge des enfants des dossiers où vous avez des jeunes qui expliquent eux-mêmes avoir été violés, avoir été agressés, avoir été forcés. Donc, il ne faut pas croire que la vie, elle est toute rose de l'autre côté et qu'ils sont là très heureux de leur situation de mineurs isolés dans la rue. Après, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils s'occupent leur journée. Donc, comment on occupe ces journées? Bah, on boit, on fume. Alors, quand vous avez des enfants qui boivent et qui fument toute la journée et qui vont, pour boire et fumer, vont développer des addictions très jeunes à l'alcool. Donc, la chimique, c'est le tabac magique. C'est quoi la chimique? C'est une drogue? C'est un peu l'effet du crack. Alors, c'est un stupéfiant qui est apparu il y a quelques années, qui n'est pas classé comme stupéfiant. Donc, en fait, il bénéficie d'une certaine cote parce qu'il n'est pas classé comme stupéfiant et donc il ne permet pas des poursuites pénales relatives au stup. Et du coup, ça défonce, excusez-moi le terme, les gamins. Ça les défonce complètement. Et il y a énormément d'affaires pénales qui sont commises sous l'effet ou l'emprise de la chimique. Donc, en fait, ils vont consommer de ces produits et puis après, et toute la journée, ils vont errer à rien faire. Enfin, il y a beaucoup de gamins quand même qui, dès qu'ils sont pris en charge, que ce soit par les CMEA, c'est des associations qui vont permettre, ou d'autres associations, même la Croix-Rouge avec certains ateliers, on voit bien des évolutions très très positives, surtout quand ils sont pris en charge jeunes. Mais là, je vous apprends rien. Enfin, je veux dire, essayer de rattraper un gamin quand il a déjà 15 et 16 ans, c'est compliqué. Essayer de rattraper un gamin quand il a 7-8 ans, bon, on a quand même beaucoup plus de possibilités devant nous. Donc après, à un moment donné, c'est aussi aux Mahorais, aux personnes qui vivent dans cette île de faire certains choix. Mais ce qui est certain, c'est que les choix qui leur sont proposés par les politiciens aujourd'hui, de tous bords, à Mayotte, sont pas les bons. Et ça se voit, puisque, encore une fois, moi, je vous parle de chiffres de 2007, aujourd'hui 2020, la même politique, il n'y a rien qu'à changer. Ça s'est empiré. La situation s'est empirée. Et elle s'empire à chaque fois. Et après, il y a une autre violence dont sont victimes les jeunes, effectivement, de voir ses parents interpellés, de rentrer de l'école et de voir qu'il n'y a plus personne, de devoir s'occuper de ses petits frères et sœurs alors qu'on a 16 ans et que la plus petite, elle a 2 ans. On a Hossein Powers qui rejoint votre propos et il dit c'est très compliqué pour le peuple de sortir du discours anti-immigré lorsque des dirigeants se gavent et sont arrivés à mettre ça dans la tête de ce même peuple. Est-ce que vous le rejoignez? Ce discours xénophobe, il est inculqué par la classe dirigeante qui ne fait pas son travail, qui veut se dédouaner? Alors, le discours xénophobe, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que le nombre en fait, moi, ce qui m'a marqué, c'est en 2018, il y a eu des grèves, il y a eu un gros mouvement de grève au mois de mars 2018, fin février 2018, et au début, la population, en tout cas, c'est ce qui m'a semblé, dans les premières demandes le 20-21 février 2018, la population réclamait des infrastructures. Et je me suis dit, chouette, pour une fois, on n'est pas sur un discours anti-immigré. On a un petit peu évolué, on est en train de demander des plateaux sportifs, des écoles, plus d'hôpitaux, enfin voilà. Parce que Mayotte, c'est aussi un désert médical, hein, je veux dire, on peut parler. C'est le pire de tout dans tout. Enfin, à un moment donné, à part dans l'éloignement. Enfin, il n'y a que ça où on brille.
Il n'y a que dans les expulsions. Il n'y a dans rien d'autre que ce territoire il peut briller, alors qu'on a une jeunesse qui est super. Dans les exploits sportifs, elle pourrait faire des choses super, et puis dans plein d'autres choses d'ailleurs. On a vraiment une jeunesse, et pas seulement étrangère, enfin, une jeunesse qui est super, qui ne fait que demander en fait d'être accompagnée et de pouvoir faire plus. Donc il serait vraiment temps de l'accompagner. Donc moi je pense que au lieu de s'attaquer à un travail de fond qui serait peut-être un petit peu plus long, on fait quelque chose, on fait de la politique politicienne, on veut des résultats rapides, donc on fait des promesses un petit peu bidons. Et les promesses, c'est la ministre de l'Outre-mer à l'époque, donc au mois de mars 2018, qui arrive et qui dit je vous ai entendu, et sur les 13 points de ces annonces, il y en a 8 qui concernent la lutte contre l'immigration. Alors que la population demandait tout autre chose. Oui, justement, on a Abdelas Hasni qui nous dit le problème à Mayotte, c'est qu'il y a des carences énormes de moyens financiers et surtout humains et institutionnels. Bien sûr. On a plus de police aux frontières, plus de moyens dans la police aux frontières pour contrôler l'immigration et les exilés que de police de sécurité de proximité. Même là, il n'y a pas de police de proximité, alors qu'il faudrait une police de proximité. Alors donc, du coup, les rapports, on aurait besoin encore une fois, j'insiste, moi, sur les éducateurs, les travailleurs sociaux. Il y aurait énormément de postes à créer, et c'est pas comme si le chômage, était pas galopant à Mayotte, hein. Et ensuite, effectivement, il manque de compétences, mais vous croyez vraiment qu'on va faire venir des compétences à Mayotte avec le climat d'insécurité qu'il y a? On n'arrive pas à trouver des gens qui veulent venir à Mayotte. Même les cabinets comptables, des choses comme ça, se plaignent parce qu'ils disent on n'arrive pas à trouver des personnes qui veulent venir. Enfin, c'est quand même navrant. Vous avez un territoire qui pourrait avoir tout, mais tout. Et c'est une île qui est magnifique. Sauf qu'à un moment donné, on est en train de la bousiller. On est réellement en train de la bousiller. Et si aujourd'hui elle est à feu et à sang, c'est la conséquence de choses qui n'ont pas été faites, de décisions qui n'ont pas été prises, d'actions qui devraient, mais qui deviennent de plus en plus urgentes. Et je pense que plus on attend, vous savez, ça me rappelle un peu la politique de la ville et Vaux-en-Velin, quoi. On est sur ces trucs-là. Enfin, à quel moment on arrête? À quel moment on agit? On met un préfet de la ville, on arrête de mettre la police aux frontières qui décide de tout. Parce que le discours du directeur de la police aux frontières aujourd'hui, c'est mot pour mot celui de 2007, hein. Mais on n'en tire pas les conséquences. Ça n'a pas fonctionné. Et alors, au-delà de ça, je vous parlais tout à l'heure des Comores qui acceptent les personnes par vague. Combien ça coûte, ces mesures d'éloignement? Moi, sincèrement, j'aimerais bien le savoir. Combien la France paye pour pouvoir éloigner? Parce que la navette, là, le bateau qui fait les éloignements vers les Comores, c'est une navette privée. C'est pas une navette publique. Donc, tous les jours, on paye à cette société privée, je ne sais combien, pour éloigner les personnes. Je ne sais combien coûte par personne le temps qui passe en rétention. Je ne sais combien on paye ensuite, ou on s'arrange en tout cas avec l'Union des Comores pour accepter toutes ces personnes. Et tout ça pourquoi? Cet argent, il ne pourrait pas être utilisé autrement. On ne pourrait pas réfléchir en bonne intelligence. On a un commentaire de Dominique Ségard, donc, qui est de la CIMAD à Mayotte. Merci de regarder ce live, qui nous dit 30% des étrangers ne sont pas immigrés. Ils sont nés à Mayotte. Si les jeunes étaient mieux scolarisés, il pourrait y avoir une meilleure éducation pour le contrôle des naissances. Le solde migratoire est positif de 1100 personnes. Jusqu'ici, il y a peu, il était négatif. Sinon, Victor Hugo disait, ouvrir une école, c'est fermer une prison. Oui. Donc, à un moment donné, il est temps d'ouvrir des écoles. Il est temps, et pas seulement des écoles, encore une fois, hein, je veux dire des formations professionnelles. Vous avez énormément de jeunes qui sortent du collège et il n'y a pas de formation professionnelle adaptée. Donc, il y a des jeunes, bien évidemment, qui ne peuvent pas quitter Mayotte. Il y a toute cette problématique de jeunes qui ont obtenu des titres de séjour qui se retrouvent aujourd'hui bloqués à Mayotte alors qu'ils ont une affectation Parcoursup. Alors ça aussi, c'est terrible quand même. Mais vous avez aussi des jeunes, encore une fois, de nationalité française qui n'ont aucune orientation. Ils n'ont aucune orientation parce qu'il n'y a pas de dispositif. Donc, à un moment donné, il va peut-être falloir les former, ces jeunes. Enfin, je veux dire, il y a quand même que les personnes âgées, excusez-moi, qui peuvent rester sur un banc toute la journée. Un jeune, ça a besoin d'action, qu'il se passe des choses. C'est vraiment ça l'urgence, c'est l'éducation, la scolarisation, la prise en charge. Bien sûr. Des enfants et des mineurs. On a un commentaire de Flavus qui nous dit, alors c'est pas ce commentaire que je voulais prendre, où Flavus disait, moi je suis raciste, je l'assume. Je cherche son commentaire. J'aime bien quand même les commentaires. Ils représentent pas mal de nos lecteurs ce soir, de nos viewers. Moi, j'assume, je suis raciste. Comme vous nous qualifiez, nous les Mahorais, je suis raciste parce que je veux que mes Mahorais et Mahoraises vivent heureux. Donc les gens qui rentrent illégalement, qu'ils dégagent. Est-ce que
on a un discours raciste, xénophobe. Il y a un vote Rassemblement national de plus en plus fort. Est-ce que les Mahorais deviennent racistes selon vous, Marjane Gahem? Déjà, j'aimerais qu'on m'attribue pas, moi, à aucun moment, je pense, depuis le début du live, et je ne le pense pas. Non, non, il n'a pas dit que nous l'avons dit. Hein. Il dit comme vous nous qualifiez, j'imagine. D'accord. Il cite. Moi, encore une fois, je vous dis, je fais ce parallèle avec le discours de Jacques Chirac sur le bruit et l'odeur. C'est-à-dire que quand on a tous les ingrédients pour un mal-être social, on ne peut pas parler d'un contrat social lorsqu'il y a une telle misère, une telle pauvreté et que l'État ne fait pas son travail. Donc, moi, je ne dis pas que les Mahorais sont racistes. Je dis que les Mahorais sont sans doute exacerbés, ils sont fatigués, ils sont lassés d'attendre. C'est quand même un peuple qui est assez patient, même un peu trop. Hein. Les Comoriens aussi sont très patients. Hein. Au demeurant, on n'est pas sur certaines populations étrangères qui auraient depuis bien longtemps assiégé la préfecture. Donc, je ne sais pas si j'ai envie de rentrer dans ce discours-là, parce que oui, il y a eu des propos xénophobes qui ont été tenus sur les réseaux. J'ai moi-même été victime d'attaques très très vilaines où on m'a traité d'avocate juive véreuse. Alors, c'est un mélange entre de grosses avocates juives véreuses. Donc, on avait tout. On avait de la grossophobie, on avait tout. Je ne sais pas s'il faut rentrer là-dedans. Moi, je trouve que c'est triste d'en arriver là. C'est triste qu'entre cousins, on arrive à se haïr à ce point-là. Par contre, c'est légitime de réclamer de la sécurité. C'est légitime de réclamer de la sûreté. Ça, moi, j'entends que lorsqu'on vit dans l'insécurité en permanence, à un moment donné, on devient fou. Oui. Quand on est là à se barricader derrière 12 000 barreaux, mais il faut imaginer, hein, je veux dire, il y a des gens, ils ne sortent pas de chez eux. On a peur, on ne fait pas une randonnée, à moins de, d'ailleurs, moi, à la fin, ben voilà, il faut faire une randonnée, il faut être 10. On ne va pas à la plage, alors que j'habitais à 5 minutes de la plage. Maintenant, on ne va pas à la plage le soir regarder les étoiles. C'est trop dangereux. Donc, on a une île merveilleuse, mais on est enfermé chez soi, ou alors si on circule, il faut être armé. Les gens sortent armés pour essayer de se protéger. Donc oui, ça crée ce sentiment-là d'insécurité. Ça pousse en tout cas, j'imagine, une certaine frange de la population à se comporter d'une certaine manière. Mais en 2016, effectivement, quand il y a eu les décasages, oui, ça c'est des actions xénophobes. Mais ça, le tribunal administratif... Vous pouvez expliquer ce qui s'est passé? Alors en 2016, la population de Mayotte, c'est un grand mot. Il y a des collectifs dans différents villages qui ont appelé les villageois à se rassembler pour dire stop à l'immigration et stop à la délinquance et expulser les populations étrangères de leur domicile. Et donc tout ça, ça a donné lieu à des horreurs sur l'île, puisque vous aviez des gens qui, donc avec des barres de fer, avec des bidons d'essence, il y a eu des maisons qui ont été brûlées. Il y a des pompiers volontaires qui ont participé, selon en tout cas les victimes. Elles ont reconnu certains pompiers volontaires de la caserne d'à côté participer aux exactions. On est quand même sur des crimes, passibles de 20 ans d'emprisonnement. On n'est pas sur quelque chose de léger. Je veux dire, quand c'était le Ku Klux Klan, Spike Lee, il en fait un film et tout le monde s'émeut. Et d'ailleurs, les mêmes membres de ces collectifs sont particulièrement touchés lorsqu'on parle de violence sur des populations noires aux États-Unis ou ailleurs. C'est bizarre, c'est quand ça concerne les Comoriens à Mayotte, c'est différent. Donc en 2016, en tout cas, il y a eu des actions comme ça, donc d'expulsion des collectifs qui, et c'était horrible puisqu'ils avaient même des tracts qui étaient relayés par des organes de presse. Donc, vous avez le tract que vous pouvez télécharger sur le site internet de certains organes de presse à Mayotte et qui donc invitait les gens finalement à une marche conviviale et sympa qui se finissait par un barbecue, qui se dit voulait. Donc, en plus, c'était une journée qui se voulait une journée de fête. Une journée de fête où on allait expulser femmes, enfants et personnes âgées, n'importe, et qu'on allait les mettre à la rue en espérant que tout ça allait repartir chez soi. Alors, tout ça avec le concours de l'État, c'est malheureux de le constater, mais très souvent, il y avait des fourgons de la police aux frontières à l'entrée des villages qui faisait la sélection entre les personnes en situation régulière et les personnes en situation irrégulière. Les personnes en situation irrégulière étaient mises dans les fourgons, puisque bien évidemment, les villageois expulsaient toute personne qu'ils estimaient étrangère. Et donc, j'ai pu en tout cas porter en justice, et c'est ce qui m'a valu le début de mes petits soucis à Mayotte, un dossier qui était le dossier d'une femme comorienne qui avait une carte de 10 ans, qui avait un contrat de bail, et que sa propriétaire a expulsé comme ça avec toutes les villageoises et les villageois du quartier. Donc, cette villageoise a été condamnée par le tribunal correctionnel, mais elle a été condamnée parce qu'on a réussi à monter un dossier. Et là aussi, on n'a pas eu le soutien du procureur de la République de l'époque, qui lui, en tout cas, a décidé de ne pas porter plainte, n'a pas poursuivi.
On a déposé plainte. Le procureur n'a pas poursuivi les faits. Parce que là aussi, on cherche une paix sociale. Mais à chercher la paix sociale dans des affaires aussi graves, pour moi, on ne fait qu'alimenter l'horreur. Merci. Donc, Pardon. il y a beaucoup d'éléments. Je me rends compte que je vous dis beaucoup d'éléments, parce que j'essaye de vous dire, c'est que cette xénophobie ambiante, en tout cas, on l'a laissé monter. Et que c'est extrêmement dangereux. Alors, si monsieur se dit ouvertement raciste, que le grand bien lui fasse. Hein. Je trouve ça triste. Je trouve ça extrêmement triste. Mais qu'est-ce que vous voulez que je dise? Merci pour votre réponse. Marjane Gahem, on a beaucoup de commentaires qui me disent pourquoi il n'y a pas de Mahorais ce soir. Je vous promets que je ferai un live avec un Mahorais ou une Mahoraise pour parler de Mayotte et leur donner la parole. L'idée, c'était pas de nous approprier la parole mahoraise, mais c'était de donner la parole à maître Marjane Gahem, qui connaît bien Mayotte, qui a exercé plus de 8 ans là-bas, au plus près des problèmes de notre live, de notre angle principal qui était les exilés mineurs et qui connaît les violations des droits pas mieux que quiconque, mais qui en a parlé dans la presse, qui en a témoigné, qui a milité. Donc, c'était la personne la plus à même de répondre à nos questions. Mais vous avez raison, c'est important aussi d'amener des concernés, comme vous l'avez dit. Donc, oui, n'hésitez pas à nous proposer des noms. On va chercher, on va inviter des Mahorais. On essaye toujours de faire ça à J+, effectivement. Mais là, on avait une personne qui connaît vraiment bien son sujet, qui l'aime et ça se voit. Et donc voilà, ça c'était pour la parenthèse sur mon invité. On a David qui a posé la question, Marjane Gahem, sur le désert médical. Mayotte a été qualifié pendant la pandémie de Covid-19 et même avant de désert médical. On sait qu'avec le département de la Seine-Saint-Denis, c'était l'un des plus touchés. Ce n'est pas un hasard. Ça a été un des derniers territoires à déconfiner. Qu'est-ce que ça nous dit aussi? On a parlé de scolarité, mais qu'est-ce que ça nous dit, ce désert médical? Là encore, c'est la même chose. C'est qu'on va vous dire, en fait, les Mahorais. J'aime pas employer ce terme parce que on sera en métropole, on dirait pas les Bretons, on dirait les Français. En fait, les gens pensent que justement, c'est moi qui veux pas reconnaître l'identité, sauf que quand on parle en France, on parle des Français, on parle des gens qui habitent un territoire. Donc moi, je préfère dire les gens qui habitent l'île. Ça me gêne de distinguer. Vous voyez, quand vous pensez qu'il y a plus de légitimité à donner la parole à un Mahorais, je vois pas pourquoi, en fait, à un Français, à quelqu'un qui connaît l'île, parce qu'il y a aussi des Mahorais qui sont en métropole et qui pensent avoir légitimité pour parler, mais que ça fait des années qu'ils sont en métropole et qui ne vivent plus le Mayotte ou qui le vivent à l'occasion de quelques vacances qui passent. Donc, ils sont très, très virulents et présents sur les réseaux sociaux. Mais excusez-moi, en quoi vous êtes plus légitime pour parler que quelqu'un qui est au quotidien, en tout cas qui l'était jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, tout simplement par la couleur de peau, tout simplement par une espèce d'origine. Enfin, c'est assez moche finalement ce que ça cache. Je suis désolée. On n'est pas à justifier d'un droit ou d'une légitimité à parler en faisant valoir l'acte de naissance de ses grands-parents. Ça, pour moi, c'est une parenthèse qui est hyper importante et qu'il faut peut-être souligner. Je comprends. Non, effectivement, on vous a invité pour vos compétences et vos connaissances. Après, c'est vrai que on essaye toujours à J+, quand on parle de négrophobie, d'inviter des personnes noires, quand on parle d'antisémitisme des personnes juives, des personnes concernées, comme on dit. C'est vrai que là, on parle de droit, on parle de lutte. Ils vous diront, tout le monde pense que je suis mahorais. Oui. Vous voyez, c'est aussi très problématique. Enfin, encore une fois, voilà. Moi, j'ai eu pas mal de personnes qui sont arrivées dans mon cabinet et qui m'ont dit, mais tout le monde pense que je suis mahorais dans mon village. Voilà, j'ai eu un refus de titre de séjour, ça va se savoir en fait quelque part. Donc, et peut-être pour vous rejoindre, c'est-à-dire prendre quelqu'un de Mayotte qui habite à Mayotte, ça pourrait être légitime pour un prochain live, bien sûr. Bien évidemment. Ou peut-être les mettre au moins en discussion ensemble. Oui. Mais pour le désert médical, ce qui est malheureux, c'est, je vous dis, 18 médecins de ville. Déjà pour tout le territoire. Alors, on peut débattre encore une fois de la population à Mayotte. On ne sait pas. Un jour, on va vous dire 200 000, un jour 300 000, 400 000, parce qu'on n'arriverait pas à comptabiliser exactement les personnes en situation justement irrégulière, puisqu'il n'y aurait pas un recensement assez exact qui serait fait. Alors voilà, il y a aussi beaucoup de critiques à l'endroit de l'INSEE, je sais, par les membres des collectifs et des collectifs anti-immigration, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que même pour 200 000 habitants, 18 médecins de ville, c'est largement insuffisant. Vous avez donc pas accès. Donc, on se retrouve très vite, tout le monde, à devoir passer par les urgences. Et les urgences, à part quelques dispensaires, en fait, où il n'y a pas tout ce qu'il faut, les seules vraies urgences, c'est les urgences qu'il y a à Mamoudzou. Donc, dans le chef-lieu. Et ces urgences-là sont engorgées, sont dépassées.
il n'y a pas suffisamment de médecins et d'internes non plus. Donc finalement, on y est mal soigné. Et quelque chose qui est assez dramatique, en tout cas moi qui m'avait beaucoup marqué pour parler justement des Mahorais, c'est que beaucoup, en tout cas quand ils en ont les moyens, décident d'aller accoucher en métropole ou à La Réunion. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils estiment que c'est trop dangereux quelque part. Ils ne sont pas suffisamment pris en charge à Mayotte. Et donc, ils vont faire ce choix, qui est quand même un choix à la fois coûteux et compliqué pour la famille, puisque ça demande de déscolariser parfois des enfants, de les rescolariser à Orléans, à Tours. Moi, j'ai vu plein d'histoires différentes, de les éloigner peut-être du père, qui lui se retrouve pour des raisons professionnelles bloqué à Mayotte, il va y aller juste au moment de l'accouchement. Enfin, voilà. Vous avez des gens qui vont faire ce choix parce qu'ils estiment qu'à Mayotte, en tout cas, ils vont pas être suffisamment bien soignés. Et beaucoup de gens vont vous dire à Mayotte, non, il faut surtout pas se faire opérer. Moi, la première, je prendrais pas le risque de me faire opérer à Mayotte. Donc, au-delà du désert médical, on n'a pas suffisamment de compétences et c'est extrêmement grave. En fait, vous êtes sur un territoire français et pour lequel on ne fait pas ce qu'il faut. On ne met pas les budgets qu'il faut. Merci beaucoup, Maître Marjan Gahem. Est-ce que vous voulez aborder un sujet qu'on aurait oublié avant de clore ce live? Vous avez la parole. Je voudrais dire à tous ceux et toutes celles qui continuent à rabâcher que le droit du sol existe, que le droit du sol en France n'existe pas. Il n'existe pas juridiquement. Aux États-Unis, si une femme demain arrive et qu'elle a dissimulé sa grossesse et qu'elle accouche au Texas ou à New York, son enfant sera de nationalité américaine. En France, ce n'est pas possible, sauf à ce que le parent, un des parents, soit de nationalité française. Donc, lorsque mon confrère est sénateur a réformé, est très fier d'avoir été le parent qui a réformé le droit du sol, comme il disait à Mayotte, non, il n'existe pas de droit du sol. Il existait la possibilité pour un enfant qui était né à Mayotte de parents de nationalité étrangère d'acquérir la nationalité à l'âge de 13 ans s'il justifiait avoir vécu pendant 5 ans à Mayotte. Ce qui veut dire quand même que cet enfant né de parents en situation irrégulière aurait dû se maintenir sur le territoire au minima entre ses 8 ans et ses 13 ans, sans aucun document lui permettant d'y résider, et ses parents pareil. Donc c'est quand même pas si aisé que ça. Et donc ce qu'a fait mon confrère, du coup à la réforme, en tout cas ce qu'il a proposé, qui est malheureusement passé, parce qu'on pensait tous que c'était pas possible, on pensait tous que la République était une et indivisible, mais manifestement s'agissant de Mayotte, on réclame l'égalité, mais on va pas du tout dans le sens d'égalité. On a réformé le droit du sol et donc désormais ce n'est plus possible pour un enfant né de parents étrangers d'acquérir la nationalité, donc comme je vous l'ai expliqué, sauf à ce que un de ses parents justifie alors pour l'instant de 5 années de séjour régulier, c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a eu une disposition transitoire qui est passée, ou alors qu'au moment de la naissance de l'enfant, le parent était en séjour régulier. Donc ce genre de réforme, encore une fois, c'est de la poudre aux yeux puisque tout ce que ça va faire, c'est différer l'intégration d'un jeune. Je pense que c'est important de rappeler, puisque les Mahorais, en tout cas, aiment beaucoup rappeler que lorsque le président Sarkozy était là, lui au moins il aimait Mayotte. Et ben c'est le président Sarkozy qui avait décidé d'avancer l'âge d'acquisition de la nationalité à 13 ans, en France en tout cas, parce qu'il considérait, en tout cas sous sa présidence, que plus on intégrait vite ces jeunes issus de l'immigration, plus vite ils allaient faire quelque chose. Manifestement, on fait l'inverse à Mayotte et c'est vraiment triste. Merci beaucoup, Maître Marjan Gahem, d'avoir été avec nous sur ce live et de nous avoir appris autant. Merci et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci à tous ceux qui ont suivi ce live. J'espère que vous l'avez apprécié. C'était très animé entre Mahorais, entre Mahorais et Comoriens. C'est intéressant le débat. Je comprends que vous auriez aimé qu'il y ait quelqu'un de Mayotte ou un Mahorais ou quelqu'un un habitant de l'île, comme a dit Maître Gahem. Je tâcherai de le faire la prochaine fois, mais comme je l'ai dit, l'idée ici c'était de parler des droits violés des exilés et notamment des exilés mineurs dont l'âge est falsifié pour pouvoir les expulser. Donc un cas spécifique juridique maîtrisé par Maître Gahem qui a pratiqué 8 ans et demi sur l'île. Mais effectivement, j'entends votre remarque et comme vous le savez, on essaye sur les lives, sur nos vidéos à AJ+, de donner la parole aux concernés. Et la prochaine fois, on fera appel à des personnes qui habitent sur l'île, à des personnes mahoraises. Merci à tous ceux qui m'ont proposé de participer à ce live. Merci à vous. Et dites-moi en commentaire, oui, qui vous pensez qu'on pourrait inviter la prochaine fois pour parler de Mayotte.
Merci aux personnes de Mayotte d'avoir suivi ce live. Merci aux personnes de l'archipel des Comores. Merci à toutes les personnes qui ont suivi ce live. Le débat est toujours intéressant et je vois que c'est vraiment passionné comme sujet. Donc, je m'y attendais pas parce que vraiment, c'était pour moi un sujet technique, juridique sur les jeunes exilés, les jeunes expulsés, la machine à expulsion telle qu'on qualifie Mayotte. Donc, ça marche. Si vous avez des idées, envoyez-les moi. Si vous avez des commentaires, mettez-les sur ce live. Si vous avez aimé ou que vous avez des avis sur ce live, partagez-le. Dites ce que vous en avez pensé. On attend vos réactions. Merci beaucoup, Liassiane. Ça marche. Je vais regarder. Estelle Youssoufa, on me dit d'inviter Estelle Youssoufa. Donc, on va regarder qui vous proposez et faire un live ultérieur sur Mayotte. L'actualité est très, très riche sur ce territoire, qui, on le rappelle, est le département le plus pauvre de France, le 101e département de France. Donc, on en parlera. Il y a eu dernièrement des révoltes populaires suite à la mort d'un jeune homme dans un bidonville de Mamoudzou. Donc, on en parlera. On écoute votre parole et merci pour vos remarques, merci pour vos commentaires très riches, votre participation très riche et à bientôt. Bonne soirée à tous, merci d'avoir suivi ce live.